Archi quoi, le podcast de celles et ceux qui fabriquent le monde de demain pour montrer les infinies possibilités que permettent les études d'architecture. Architecte diplômée en 1998 à l'ENSA Strasbourg, Anne-Sophie Kerr crée le cabinet d'architecture et d'urbanisme Heinz Kerr et Associés en 1999, dont elle a été associée et gérante jusqu'en 2015. Aujourd'hui, enseignante à l'ENSA de Strasbourg, elle préside le réseau des maisons de l'architecture, après s'être investie au sein de la Maison européenne d'architecture du Rhin et au sein de l'Ordre des architectes. Elle travaille également sur une thèse en architecture. Donc, bonjour Anne-Sophie, merci de nous recevoir aujourd'hui. Tout d'abord, quel est votre métier ? Je suis architecte, en tout cas je porte le titre d'architecte. Je suis maître de conférence, plutôt enseignante-chercheuse à l'école d'architecture de Strasbourg. Et de plus, je préside le réseau des maisons d'architecture, donc on va dire que j'ai un métier multiple entre médiation, transmission et une pratique que j'ai exercée pendant presque 20 ans, mais que je n'exerce plus aujourd'hui. Ok. Et du coup, comment définissez-vous votre pratique de l'architecture ? Actuellement, et peut-être du coup en comparaison avec ce que vous avez pu faire auparavant. Vous avez parlé de transmission juste avant. Bien, aujourd'hui, je suis effectivement je suis presque uniquement dans la transmission, auprès d'étudiants, mais aussi auprès du public. Ça nécessite beaucoup plus de recherche et de lecture que la pratique. Enfin, c'est une manière totalement différente de pratiquer, mais ma pratique antérieure me nourrit beaucoup aujourd'hui ma manière de transmettre. Donc l'une n'aurait pas pu se faire sans l'autre, et peut-être que c'est l'aboutissement aussi de mon parcours de praticienne qui m'a amenée à devenir enseignante et qui m'a amenée aussi à un moment donné à m'investir dans la médiation, parce que je me suis rendu compte à un moment donné que faire de l'architecture ne suffisait pas pour servir l'intérêt général et la société. L'enseignement m'a ouvert aussi l'esprit sur le fait que construire, on va dire, pas construire, mais former des futurs architectes ne suffit pas. La société abrite mieux nos âmes et nos citoyens, mais qu'il faut aussi promouvoir une sensibilisation des plus jeunes âges. Enfin voilà, c'est une question de citoyenneté. Et finalement, construire c'était pas suffisant pour moi. Quel profil se dessine derrière votre pratique de l'architecture ? Une question difficile parce que je pense qu'il n'y a pas de profil, c'est des chemins. C'est des chemins qu'on prend, que la vie nous fait prendre. Il y a des moments dans la vie où on prend des virages, c'est des rencontres aussi qui font qu'on s'ouvre à d'autres manières de pratiquer, on diversifie son regard. Et moi, quand j'avais une agence, quand j'ai quand même exercé pendant 18-19 ans, déjà je ne faisais que du marché public. Ça, c'était un premier choix dans ma vie, c'est-à-dire de répondre dans cette quête qui pour moi est presque philanthropique, de construire que pour le public et pas de répondre à des commandes privées. Et donc petit à petit, cette question d'intérêt général, elle a suivi son chemin dans une autre manière de pratiquer, mais la définir, je pense pas qu'il y ait de profil idéal pour à un moment donné enseigner ou faire de la médiation, si ce n'est qu'il faut avoir à un moment donné touché l'expérimentation. C'est-à-dire, je pense que pratiquer est nécessaire pour avoir ce recul-là, d'être en capacité de théoriser et en capacité surtout de sensibiliser les autres. Quelle étudiante étiez-vous ? Alors moi, j'étais une étudiante extrêmement sérieuse et en même temps curieuse et sérieuse, je peux dire comme ça. J'ai eu la chance d'avoir plein de professeurs passionnants, notamment Luca Merlini. J'ai adoré. C'est un des enseignants aussi qui m'a vraiment ouvert à la question de la narration. Donc le projet finalement c'est une narration, c'est un récit. Et à l'époque, moi j'étais diplômée en 1998 à l'école d'architecture de Strasbourg. Je suis rentrée à l'école en 1990. À l'époque, on prenait un peu plus de temps, on prenait des chemins de traverse. En parallèle, j'ai fait des études d'histoire de l'art. J'ai fait une licence en histoire de l'art et une maîtrise que j'ai pas finie. Mais c'était essentiel pour moi d'aller aussi à la fac à côté et d'entendre parler d'architecture par des historiens de l'art. Et puis surtout de m'ouvrir à l'histoire de l'art pour
enrichir ma lecture de l'architecture, mais aussi ma manière de nourrir mes projets. Parce que je pense qu'on ne peut pas nourrir des projets de manière unilatérale. Voilà, il faut s'ouvrir à plein de choses. Mais j'ai adoré faire ces études d'architecture en complément avec l'histoire de l'art, parce que tout ce qu'on connaît de nos études d'architecture, ça, c'est des études foisonnantes, pas pluridisciplinaires, je dirais pas ça, parce que si c'est pluridisciplinaire, mais en même temps c'est tout ce qui doit nous nourrir, mais pas forcément tout ce que l'on doit savoir maîtriser. On n'a pas besoin nécessairement d'être en même temps historien, urbaniste, coloriste, scénographe. On devient architecte, mais en même temps on doit avoir cette ouverture d'esprit et la capacité à se nourrir de toutes ces autres disciplines. Et donc ensuite, quel a été votre parcours une fois que vous avez été diplômée ? Alors le jour de mon diplôme, j'ai dû faire un choix, parce que dans mon jury diplôme, Massimiliano Fuxa, c'était dans mon jury diplôme, et il m'a maintenant tu peux venir à Rome, voilà. Et puis non, en fait, je suis restée à Strasbourg. J'ai commencé à travailler avec George Hines. On a construit une vie professionnelle et une vie privée. Voilà, c'était un couple d'architectes qui travaillent ensemble. Et donc, j'ai démarré, on va dire, une très très longue charrette qui a duré 18 ans. Oui, on peut le dire comme ça, une charrette interminable pendant 18 ans. Et j'aime bien dire que le projet, ou soit le projet quand on est étudiant, ou le projet en agence, ou même le projet de A à Z, dire de l'esquisse jusqu'au chantier, c'est un chemin fascinant et mystérieux. Mais c'est toujours fascinant, mais ça reste mystérieux aussi. Et j'ai mis le pied dans les marchés publics, les concours, les charrettes, et pas beaucoup de vacances, voilà, mais des rencontres extraordinaires avec quelques concours avec l'OMA, des aventures, à chaque fois des aventures assez exceptionnelles, quoi. Et quels sont les obstacles que vous avez pu rencontrer durant votre parcours professionnel ? Les obstacles, ils sont multiples, on va dire qu'ils sont même fréquents quand on fait du concours. Parce que sur une moyenne de, on va dire, une centaine de dossiers par an, si on est retenu sur 10 concours et qu'on en gagne 2, voilà, on est content. Donc c'est beaucoup d'énergie, de réflexion qui s'envole un petit peu comme ça. Si on imagine, on est en train de travailler, on a étalé plein d'idées, plein de plans sur une table, et puis on ouvre la fenêtre et il y a des courants d'air, et voilà. 80% du travail s'envole. Alors il ne s'envole pas pour nous, mais voilà, je pense qu'il y a vraiment... il y a cette notion qui peut fabriquer parfois de l'aigreur chez certains d'entre nous, sur cette mise en compétition permanente, et sur un surinvestissement que l'on met de manière assez spontanée dans le projet. Parce qu'on apprend ça à l'école. Et là, aujourd'hui, on voit dans beaucoup de discussions le problème du culte de la charrette. C'est un réel problème dans le sens où c'est une réalité. Et on a appris comme ça. Et aujourd'hui, on apprend encore comme ça. On continue à travailler comme ça dans beaucoup d'agences. Beaucoup d'enseignants continuent à apprendre le projet aussi comme ça. Mais c'est plus... J'appellerais pas ça un fléau, moi, la charrette, mais plutôt... c'est une sorte de conditionnement duquel il faudrait qu'on arrive à sortir. Mais c'est un conditionnement de tout créateur, quoi. Toute personne créative se met peut-être volontairement ou inconsciemment dans une espèce d'urgence parce qu'on a une telle possibilité de réponses multiples aux questions qu'on se pose ou qu'on nous pose le projet, qu'à un moment donné, construire j'ai envie de dire, les contraintes nécessaires pour réduire le champ des possibles, plus le temps est raccourci, plus on fait des choix facilement, rapidement. Du coup, comment s'articule votre métier et vos passions aujourd'hui ? Mes passions à côté de l'architecture, parce qu'il en existe, oui. Oui, et puis peut-être aussi celles que représente
votre investissement aujourd'hui dans le réseau des maisons d'architecture ou dans l'enseignement, voilà, entre votre métier et vos passions. Alors, je vais essayer de classer, je vais essayer de suivre l'ordre de ma pensée. L'enseignement, ça a été une révélation pour moi parce que c'est difficile d'abord de se sentir légitime à enseigner. C'est-à-dire, moi, j'ai commencé à enseigner. J'ai commencé à enseigner au moment où je me suis dit là, j'ai assez de recul sur ma pratique. Au bout de 10 ans de pratique, je me dis là, j'ai assez de légitimité ou de recul pour pouvoir transmettre quelque chose. Et ensuite, construire la manière de théoriser son enseignement, ça c'est encore une autre étape. Donc après, c'est tout le système de la titularisation du concours. Mais c'est un chemin assez extraordinaire parce que c'est comme entamer une recherche interminable. Parce que enseigner l'architecture nécessite d'être tout le temps dans cette recherche permanente, parce que le monde change, parce que le monde est en mutation et qu'on ne peut plus donner les mêmes recettes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Et donc enseigner doit aussi... l'enseignement aujourd'hui nécessite cette mutation. Et donc c'est être en permanence dans un re-questionnement avec les étudiants. Et en tant qu'enseignant, se re-questionner en permanence, c'est participer finalement à la transmission des espoirs de demain. Donc en fait, j'ai envie de dire qu'enseigner, pour moi, c'est une survie. Enfin, c'est une espèce de... C'est ce qui me touche le plus. Et surtout quand je vois la reconnaissance de certains étudiants sur l'implication qu'on peut avoir en tant qu'enseignant. Voilà, ce sont des échanges inoubliables, même si sur une centaine d'étudiants, on n'a peut-être que 2-3 qui viennent vers vous dire vous avez vous avez allumé une étincelle chez moi, et cette personne sur 50 ou sur 100 qui vient vous le dire suffit à vous convaincre que vous êtes là où il faut. Donc voilà, ça c'est pour l'enseignement. Moi je suis assez mais cette remise en question permanente, elle demande beaucoup de travail, quoi. Parce que le doute, à mon avis, le doute est indispensable pour enseigner, mais ce doute, il se nourrit. Enfin, ce doute se construit aussi. C'est-à-dire que le doute est nécessaire, il faut l'alimenter, mais l'alimenter par un savoir permanent qu'il faut reconstruire en permanence. Mais je pense qu'il faut transmettre du doute aussi. C'est le doute qui permet d'avancer sur la manière de continuer à habiter le monde, comment on va répondre à tous les enjeux environnementaux aujourd'hui. Et sur le réseau des maisons d'architecture, ça a été un accident heureux magnifique dans mon parcours, parce que j'ai arrêté de pratiquer en 2015 pour diverses raisons professionnelles et privées, parce qu'à un moment donné aussi, quand on fait que des concours, à un moment donné on en perd 12, 13 de suite. Et puis quand on a envie de faire que ce qu'on aime, ou en tout cas de ne pas faire des choses pour lesquelles on ne vendrait pas son âme, voilà. En tout cas, moi, avec mon associé, avec Georgette, on a toujours fait les choses avec énormément d'éthique et d'entièreté. Donc, il y a des compromis qu'on n'a pas voulu faire. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvée face à cette question-là. Est-ce que je vais continuer à pratiquer, reconstruire une autre agence, etc. Et finalement, je me suis rendu compte que je pouvais être utile autrement. Et puis, j'avais déjà à l'époque, donc 2015, ce questionnement au fond de moi sur le fait qu'il fallait arrêter de construire autant, arrêter de bétoniser comme ça. Donc je me dis, mais peut-être que ma parole peut être entendue d'une autre manière que juste par des heures et des heures passées sur des carnets de détails et des chantiers. Et donc j'ai commencé à m'investir dans la Maison européenne de l'architecture du Rhin supérieur à Strasbourg, en mettant en place des lectures dans des librairies pour faire connaître au grand public des textes d'architectes. Et là, je me suis rendu compte que, encore une fois, j'étais face à ce qui est souvent le cas dans notre métier, à l'élitisme de notre vocabulaire, à
esprit très endogène de notre profession. Je me dis, pour que les gens s'intéressent à l'architecture, il faut la rendre accessible. Et donc, ces lectures se sont transformées en lectures musicales. Donc, j'ai mélangé des textes de Coulas avec des textes de Pingusson, avec des textes de Corbu, avec des morceaux de chansons de Bachoun, des chansons de Nougaro, des poèmes de Paul Éluard. Et tout ça, ça devenait des sortes de petites lectures d'1 heure. Et le public, c'était pas des archis, quoi. Et donc, je me suis dit, il faut trouver des moyens pour juste ouvrir les yeux sur ce qui est notre cadre de vie et de faire comprendre aux gens que la spatialité dans laquelle ils se sentent bien, et derrière tout ça, il y a un questionnement intellectuel, théorique, qui n'est pas né du néant, qui n'est pas né de nulle part, et que le vide que l'on partage tous, que ce soit dans l'espace public ou dans les bâtiments publics, ce vide-là, il a une qualité. D'autant plus quand elle a été pensée, réfléchie, nourrie par quelqu'un qui a pensé avec bienveillance à l'espace qu'il allait construire. Selon vous, comment concevoir et construire en 2021 ? Je vais essayer de répondre en quelques mots. Alors, c'est pas forcément une réponse très positive du départ, mais je pense qu'on ne peut plus construire aujourd'hui comme on construisait il y a 10 ans, même 5 ans. Il y a un réel changement de paradigme à opérer. Et je pense qu'il faut aller vers des choses beaucoup plus radicales. Alors, je pense notamment à des choses comme certains mouvements sur l'architecture radicante, c'est-à-dire revenir à vraiment ce temps un peu plus long sur la phase préparatoire et la phase esquisse pour resituer les réponses architecturales dans un contexte très localisé. Bien sûr, construire mieux, mais surtout être dans une humilité que l'on n'a pas vue depuis très longtemps. C'est-à-dire, je pense que les grands gestes architecturaux sont complètement dépassés aujourd'hui. Et finalement, la question n'est pas tant de comment construire, la question est pourquoi construire. Voilà, c'est pas tant le comment. Je pense que le pourquoi, d'abord il faut savoir pourquoi construire. Le comment doit devenir une sorte de partage c'est contextualisé, ça vraiment, dans les circuits courts, mais le pourquoi, c'est là que l'architecte doit reprendre position et place, parce que quand on se pose la question du pourquoi construire, parfois la réponse peut être là non, on va peut-être pas construire. Et ce pourquoi-là, l'architecte en a été complètement dessaisi. Et donc je pense qu'on a besoin d'architectes à ces moments-là pour anticiper les projets. Et du coup, après des mois de crise sanitaire, quelle est la place de l'architecture et son rôle aujourd'hui dans la construction du monde de demain, selon vous ? Le confinement, ça a été une prise de conscience générale sur le rapport entre le corps et l'espace. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, de manière douloureuse ou moins douloureuse, qui se sont rendus compte à quel point la qualité des espaces de vie a une répercussion sur notre bien-être. Et cette prise de conscience, elle va, je pense, motiver beaucoup de politiques à se poser des questions différemment sur le logement, insuffler aussi peut-être des promoteurs à faire un peu plus écouter les architectes. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience générale qui peut aller vers un sens, une redéfinition politique de la question d'habiter. En tout cas, c'est en train, on l'entend sur tous les médias, ça redevient un sujet politique. Ça ne veut pas dire que les réponses politiques seront justes, mais en tout cas, c'est un sujet qui est redevenu de priorité. On a besoin de logement, on a besoin
pas... Et le logement nous aide à fabriquer la ville. Donc, accepter aussi que la banalité ou l'architecture domestique fait partie de la construction de la ville aussi, c'est... Le confinement a révélé tout ça. Et puis, même si parfois ça a l'air un peu pragmatique sur les questions posées, sur simplement la question des mètres carrés, de la terrasse, etc., c'est des questions essentielles parce que tout le monde n'a pas ces qualités de vie. Et le confinement a d'une part amené cette prise de conscience-là, et d'autre part, je pense que l'espace à soi, ou l'appropriation de l'espace, a été une révélation aussi pour beaucoup, même dans un espace réduit, c'est-à-dire qu'on a tous besoin d'un espace à soi. Il y a des gens qui n'en ont pas, qui n'en avaient pas, qui n'en ont plus. Et je pense que ça peut susciter aussi chez les architectes des re-questionnements sur la manière de définir l'espace domestique. Quel est votre rêve ? Par rapport à l'architecture, parce qu'avant vous évoquiez les passions... Ouais, ça peut être très personnel. Alors, je vais répondre de manière très personnelle parce que le fait de ne plus être charrette tout le temps, hein, mais d'une autre manière, je suis d'une autre manière, j'ai réussi à retrouver du temps, et le confinement y a été pour beaucoup aussi, des temps de silence et des temps de marche beaucoup plus longues qu'avant. Donc, j'aspire ou j'espère que j'aurai de plus en plus le temps partir marcher pendant 15 jours, 3 semaines, et même 3 mois. Donc il y a un petit rêve très, très, très personnel, très privé. Je rêve de faire la grande traversée des Alpes, du lac Léman jusqu'à Menton. Voilà, c'est un peu plus de 30 jours à pied. Voilà, parce que cet été, je me suis retrouvée au milieu de troupeaux de brebis, de plus de 1000 bêtes, avec des patous, etc. Devoir garder certains statismes et silences pendant presque 1 heure pour ne pas déranger la chorégraphie des chiens de berger. Voilà, et c'est des moments comme ça dont je rêve. Est-ce que vous avez un conseil pour la future génération d'architectes et de diplômés en architecture ? Récemment, j'étais dans des jurys de diplôme et je vois des générations là, qui ont passé leur diplôme cette année, l'année dernière, enfin les étudiants qui sont en master actuellement, qui tentent de redéfinir la discipline, le métier. Et je pense que ce que je leur souhaite vraiment, c'est de reprendre place dans ce qui fait réellement l'essence de notre discipline, c'est-à-dire l'art d'organiser l'espace, mais aussi l'art d'organiser la ville. Et cette redéfinition de notre position, elle est pas uniquement dans la construction, elle est aussi... notre discipline sert aussi à penser le monde. Et il y a une chose qui m'a frappée récemment, c'est que je pense que dans cette capacité à se redéfinir, il y a un immense acte de poésie, je trouve. De tenter de redéfinir ce que l'architecte doit faire et doit être, c'est une manière très poétique finalement de regarder le monde. Et je pense que la génération actuelle est en capacité réelle de regarder, enfin, est beaucoup plus en capacité de regarder les choses telles qu'elles sont, parce que la situation est complexe. Et cette situation complexe nécessite un re-questionnement complet. Et ce re-questionnement, il ne peut pas se faire sans poésie, quoi. Et enfin, la poésie ne va pas sauver le monde, mais en tout cas, elle va aider à construire un espoir, parce qu'on a besoin d'espoir. Est-ce que vous pourriez un tout petit peu définir quelles sont les missions des maisons de l'architecture en France et du coup le rôle du réseau par rapport aux maisons ? Parce que c'est un point qu'on n'a pas forcément beaucoup développé dans l'échange. Alors le réseau, il est né après les maisons, parce que le réseau a été fondé
En 2004. Et alors aujourd'hui, le réseau regroupe 32 maisons sur tout le territoire français. Et ces 32 maisons sont toutes des associations autonomes. La fédération en réseau fabrique une force de fédération, d'outils, de groupes de réflexion. Le réseau, quant à lui, ou la tête de réseau, ici à Paris, a aussi ses actions, une biennale qui rassemble toutes les maisons tous les 2 ans, mais aussi un prix d'architecture qu'on est en train de redéfinir. On est en train de lancer aussi les éditions du réseau, donc on a un premier ouvrage qui va sortir pas très longtemps, une quinzaine de jours. La mission des maisons, elle est réellement de sensibiliser à la culture architecturale, de fédérer public et architecture, de sensibiliser, ou plutôt d'aider nos jeunes générations à devenir des citoyens avertis. Parler d'architecture, c'est parler aussi, c'est parler de l'espace public, c'est parler de la ville, c'est parler de notre territoire, c'est parler de notre paysage, c'est parler de notre patrimoine, parce que l'architecture contemporaine est notre futur patrimoine aussi. Mais c'est surtout dans les actions de sensibilisation auprès des jeunes publics, ce sont des actions de citoyenneté extrêmement essentielles, parce qu'un enfant, quand on lui apprend que la ville c'est un lieu de partage, que les espaces publics sont des lieux qui appartiennent à tous, dès le plus jeune âge, il y a une autre lecture qui se fait plus tard de l'espace public. Donc les maisons, c'est 200 000 visiteurs par an, tout confondu, c'est un peu plus de 3000 actions, et c'est surtout 32 associations qui œuvrent bénévolement sur tout le territoire, juste par envie d'ouvrir le regard sur ce qu'est notre espace partagé, quoi. Parce que finalement, notre cadre de vie, on a tendance à oublier qu'il a une histoire et surtout qu'il a une mission, une fonction essentielle et primaire qui est de nous abriter. Et si tant est que ces qualités intrinsèques font que l'espace dans lequel on vit est confortable et peut générer, on va dire, des rencontres plus heureuses, tout ça, ça se regarde. Voilà. Donc c'est une mission philanthropique. Moi, je vois ça comme cela. J'imagine qu'elle a aussi un rôle du coup, dans la valorisation du métier d'architecte. Indirectement, oui, mais c'est pas l'objectif premier, pas du tout même, mais indirectement, oui. C'est-à-dire que l'objet n'est pas de montrer le travail d'un architecte, ou en tout cas de mettre en avant un architecte, de mettre en avant les capacités d'une architecture. Quand je dis capacité, c'est à tout niveau, c'est-à-dire sociale, constructive, esthétique, historique. Mais une architecture peut accueillir et générer des actions ou des événements. C'est vraiment l'espace en tant que multitude de couches enveloppantes qui font notre rapport entre soi et le monde, et les qualités de cet espace, comment finalement ces qualités amènent à le rapport contenant-contenu, en fait, voilà. Mais c'est vraiment pas la fonction première des maisons n'est pas de promouvoir le métier du tout. Ouais. Non, ça c'est sûr. Mais forcément, en parlant d'architecture auprès du grand public, ça les sensibilise à la filière et à la discipline. Et puis ils prennent peut-être un peu mieux conscience de l'impact que peut avoir l'architecture sur les modes de vie. On peut dire que parler... il y a toutes les actions, les balades urbaines, les visites guidées ou les conférences dans des lieux, ou même parfois, je pense avant le confinement, il y avait tout
une action qui n'était pas portée par les maisons, hein, mais par les monuments nationaux, qui étaient monuments en mouvement, où là c'était des chorégraphies ou des danseurs qui intervenaient dans les monuments. Donc révéler l'espace peut se faire de manière indirecte par une autre discipline, mais c'est vrai que montrer les qualités d'un espace, la maison, en expliquant la manière dont un espace a été conçu, elle va révéler des dimensions cachées ce que j'appelle les dimensions cachées, c'est tout le travail de l'architecte qui a besoin d'un décodage. Il a besoin de décrypter ce travail, il n'est pas visible de premier abord. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez quelque chose de particulier à ajouter, quelque chose que vous aviez imaginé dire pendant l'échange et que vous n'avez pas eu l'occasion de mentionner, ou si vous pensez qu'on a fait le tour. Non, je trouve intéressant de glaner ou de récolter des réflexions de diverses personnes qui pratiquent de manière différente la discipline, ou qui ont été formées formées à l'architecture et qui la pratiquent différemment, parce que je pense que la question de la diversification du métier, elle est centrale aujourd'hui. Elle recouvre aussi peut-être la nécessité de redéfinir le mot architecte aujourd'hui, ou ce qu'on entend derrière le port du titre. Qu'est-ce qu'un architecte dans la société du XXIe siècle? Et puis même le mot architecture, peut-être qu'il faudrait le redéfinir. Donc je trouve que ce type de petites interviews, en tout cas la thématique que vous avez choisie, je pense qu'elle est indispensable à questionner. Voilà. Merci.